Depuis l'explosion de la vie sur Terre, il y a 700 millions d'années, la biodiversité s'est complexifiée, s'est enrichie, s'est développée. Mais cela n'a pas été un long fleuve tranquille. Il y a eu des phases de diversification, c'est-à-dire où il y a beaucoup plus d'apparitions de taxons que de disparitions. Il y a ensuite des phases de relative stabilité, où les disparitions sont compensées par les apparitions. Et il y a des phases où l'on va avoir beaucoup plus d'extinction de taxons que d'apparitions. C'est ce que l'on nomme les crises de la biodiversité. Pour que l'on parle de crise biologique, il faut que cet événement réponde à 3 critères. Le premier est un critère taxinomique, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des rangs élevés qui soient atteints, des genres, voire des familles. Le deuxième critère est un critère temporel, c'est-à-dire que cet événement doit se dérouler sur un temps court, à l'échelle des temps géologiques. Cela peut être instantané ou durer jusqu'à 1 million d'années. Et le troisième critère est un critère de géographie, c'est-à-dire que cet événement doit être ressenti à l'échelle d'un continent, voire de l'ensemble de notre planète. Depuis l'explosion de la vie il y a 700 millions d'années, on recense 5 événements qui peuvent répondre à ces 3 critères et que l'on qualifie de crise biologique. Nous en aborderons 2 ici. La plus importante, la plus intense, celle qui a eu lieu il y a environ 250 millions d'années et qui a pratiquement éradiqué toute forme de vie sur notre planète. La seconde, qui est la plus connue parce qu'elle a été la plus médiatisée, celle qui a lieu aux alentours de 66 millions d'années. La crise biologique qui marque la transition entre le Permien et le Trias, c'est en quelque sorte le crime de l'Orient Express parce que les causes en sont multiples. La première de ces causes, c'est une chute très importante du niveau marin qui a mis à nu la majeure partie des plateformes continentales et a éradiqué la quasi-totalité des organismes qui s'y développaient. Le deuxième événement, c'est une augmentation de la température à l'échelle globale associée à la formation d'un mégacontinent, la Pangée, et sa migration en position équatoriale. Ces phénomènes ont eu pour conséquence les changements profonds de la circulation océanique et des changements climatiques extrêmement importants pour les organismes continentaux. Le troisième événement, c'est la succession d'éruptions volcaniques de grande ampleur qui ont eu pour conséquence le dépôt des trappes de Sibérie et l'émission de volumes considérables de gaz à effet de serre qui ont eu pour conséquence une deuxième augmentation de la température. À titre d'exemple, aujourd'hui, des travaux ont montré que directement après la crise, les températures des eaux marines de surface approximaient les 40 degrés Celsius. Et le quatrième événement important, c'est une réaugmentation des niveaux marins d'eau très chaude, très pauvre en oxygène, qui ont terminé d'éradiquer les organismes qui avaient pu survivre jusqu'à présent. Les outils statistiques modernes nous permettent aujourd'hui d'estimer que plus de 80% de la diversité des espèces en milieu marin ont disparu avec la crise Permien-Trias. Parmi ces groupes, on peut notamment citer les trilobites, les euryptérides, donc les scorpions de mer, les fusulines, qui sont de grands foraminifères, mais également les coraux rugueux et tabulés. D'autres groupes vont être très affectés et vont quasiment être exterminés avec la crise Permien-Trias. On peut notamment citer les céphalopodes, les brachiopodes, les crinoïdes, ou encore les oursins, dont seul le genre Myosidaris semble survivre. Cependant, il y a également des organismes qui ont été capables de s'adapter et de survivre à ces conditions. L'un de ces exemples, ce sont les ostracodes, qui sont de petits crustacés qui sont parvenus à exploiter les tapis bactériens qui se sont développés dans les milieux qui ont été dévastés après la crise. La communauté scientifique a longtemps pensé que la récupération des écosystèmes marins après cet événement avait été très lent en raison de l'intensité de cet événement, mais également de la persistance des conditions délétères. Il y a cependant en ce moment même un véritable changement de paradigme montrant que les racines de la récupération des écosystèmes marins est en réalité visible dès le début du Trias, donc assez rapidement après la crise. La crise permo-triasique a affecté aussi sévèrement les environnements terrestres que les environnements marins. Chez les plantes, par exemple, pour ne parler qu'au niveau de l'hémisphère sud, au niveau du Gondwana, on trouvait au Permien supérieur des flores dominées par des fougères à graines qu'on appelle Glissopteris. Ces faunes ont été lourdement affectées par cette crise permo-triasique. Au Trias inférieur, c'est-à-dire post-crise, les paysages étaient dominés par des plantes qu'on appelle les lycophytes, surtout par une plante qu'on appelle Pleuromea. La crise permo-triasique a été la seule crise à affecter de façon aussi sérieuse un groupe aussi résilient que les insectes. On a connu une diminution de presque 50% des familles, ce qui nous parle de l'ampleur et de la sévérité de cette crise. Chez les vertébrés,
Les vertébrés tétrapodes, c'est le groupe auquel nous appartenons. Ce sont des animaux avec 4 pattes munis de doigts. 90% des tétrapodes ont disparu. Les paréasaures font partie des groupes qui ont disparu suite à la crise permo-triasique. Vous avez ici une espèce nord-africaine, marocaine, Arganoceras, une espèce russe, une espèce sud-africaine. Ces animaux sont surtout caractérisés par cet os qui forme la joue, qu'on appelle le jugal, qui est très développé et très projeté ventralement. Ils nous donnent à leur crâne l'aspect du casque du Dark Vador de la guerre des étoiles. Un autre vertébré, un vertébré qui est emblématique de la crise permo-triasique, c'est cet animal-là qu'on appelle l'Hystrosaurus. En plus du fait que cet animal, que l'Hystrosaurus a traversé la crise permo-triasique, ses restes sont trouvés en abondance et un peu partout dans le monde. Jamais un vertébré n'a été conservé par des restes aussi abondants et avec une répartition géographique aussi large. C'est comme si cet animal-là avait dans un environnement qui a été vidé de ses prédateurs naturels et qui évoluait en dehors de toute compétition. Enfin, le groupe des reptiles, qui était très discret au niveau du Paléozoïque supérieur, ils vont connaître un développement et un essor qui va culminer au cours du Mésozoïque par l'apparition des dinosaures et les ptérosaures qui vont dominer les écosystèmes continentaux et par les reptiles marins tels les mosasaures et les plésiosaures qui vont dominer les écosystèmes marins. L'extinction de masse qui marque la limite entre le Crétacé et le Tertiaire, il y a 66 millions d'années, est sans conteste l'extinction la plus connue, puisque c'est celle qui va voir la disparition des dinosaures non aviens, c'est-à-dire de tous les dinosaures à l'exception des oiseaux. Mais il n'y a pas que les dinosaures qui disparaissent en fait il y a 66 millions d'années, on va avoir aussi tout un tas d'autres groupes très emblématiques du Mésozoïque, en particulier des groupes d'animaux marins comme les ammonites ou les rudistes qui disparaissent à la même époque. Au début des années 80, on a constaté dans la couche Kt, celle qui correspond à l'extinction des dinosaures, un enrichissement anormal en iridium. Or, l'iridium est un élément qui est abondant dans la plupart des météorites. Et si on fait la somme de tout l'iridium qu'on trouve à la surface de la Terre, ça correspond à ce que contiendrait une météorite d'environ 10 km de diamètre. Et l'impact d'une météorite de 10 km de diamètre sur la Terre, évidemment, n'aurait pas été sans effet. Il y aurait eu des effets évidemment régionaux, des incendies, des séismes, des tsunamis. Mais il y aurait eu aussi des effets globaux, puisque cet impact aurait dégagé de la poussière, des aérosols, qui auraient obscurci l'atmosphère, et qui ainsi aurait stoppé net la photosynthèse, et brisé ainsi la chaîne alimentaire. Si la chute d'une météorite joue bien évidemment un rôle dans l'extinction des dinosaures, il existe en fait d'autres événements à la fin du Crétacé qui ont eu aussi probablement un rôle prépondérant. Le premier de ces événements, c'est ce qu'on appelle une régression, c'est-à-dire une chute du niveau marin global, qui conduit en fait à une réduction des environnements côtiers et probablement à des changements climatiques importants. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle la mise en place d'une province magmatique qui s'appelle les trappes du Décan. Donc à cette époque, il y a 66 millions d'années, l'Inde qui a commencé à voyager vers le nord et vers l'Asie passe au-dessus de ce qu'on appelle le point chaud de la Réunion, et donc il va y avoir cette mise en place de province magmatique qui fait 1 million de kilomètres carrés, c'est-à-dire à peu près la superficie de la France sur la hauteur du Mont Blanc. Et évidemment, la mise en place de ces basaltes va avoir un rôle prépondérant sur des changements climatiques. Aujourd'hui, pour la première fois dans toute l'histoire de la vie depuis son apparition, une espèce, Homo sapiens, domine en biomasse l'ensemble de la biodiversité, avec tout ce qui participe à son alimentation. 10 milliards d'humains prévus sur notre planète dans moins de 30 ans. 10 milliards d'humains qui modifient les processus naturels et causent l'extinction en masse d'autres espèces par destruction extrêmement rapide des biotopes. La vitesse des extinctions depuis 150 ans est 10 à 100 fois plus rapide que toutes celles observées dans les crises du passé. Il faut absolument ralentir notre consommation de la nature. La résilience de la faune et de la flore est incroyable. La vie reprend toujours ses droits, mais sous quelle forme? C'est toute la question.